Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Nous sommes samedi 15 mars 2025. Bienvenue amis fidèles de la RPA à ce journal dont voici les principaux titres. Garder les militaires burundais en RDC alors que les autres pays sont en train de se retirer pourrait engendrer des difficultés en ce qui est de la sécurisation du Burundi. C'est du moins l'analyse de Gratien Rukindikiza, ancien officier burundaise. Spéculation des commerçants de la commune Rugomba en province Cibitoke. Ces derniers profitent de la forte demande qui s'observe depuis le débarquement des Congolais dans cette commune pour augmenter les prix. Vous recevrez dans ce journal. Dans ce journal, vous parlerons également des habitants du chef-lieu de la province Muyinga qui viennent de passer plus de 2 mois sans eau potable. Voilà pour le sommet. Bien, bonsoir mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement. Ouvrons ce journal par la page sécurité. Garder les militaires burundais dans le conflit intercongolais alors que d'autres armées en provenance d'autres pays sont en train de se retirer est une erreur faite par des autorités burundaises. C'est du moins l'analyse de Gratien Rukindikiza, un ancien officier de l'armée burundaise qui suit de près les questions sécuritaires. Gratien Rukindikiza indique également que cette attitude peut engendrer des difficultés pour ce qui est de la sécurisation du pays. Plusieurs corps d'armée se sont retirés du Kivu, mais ils se sont retirés depuis l'attaque de Goma, depuis l'occupation de Goma par le M23, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas continuer la guerre, que la guerre était perdue, parce que les militaires congolais n'ont pas voulu se battre, ils se sont retirés. Donc les autres, on parle notamment des mercenaires, les mercenaires qui sont partis. Il y a aussi le Sami DRC, les Sud-Africains, SADC, qui se retirent. Déjà, ils se battaient plus, ils vont se retirer, on dit qu'ils vont passer par le Rwanda. Et je pense qu'il restait presque que les Burundais et les FDLR. Alors, les Burundais, ils restent sur le terrain. Ils ont voulu continuer à se battre parce qu'en fait, il y avait un deal, il fallait l'argent. Il y a l'argent qui a été payé, il fallait faire pour gagner cet argent. Donc, le président burundais devait maintenir les militaires burundais, même si les militaires congolais se retiraient de la zone, parce qu'ils se sont retirés de Goma vers Bukavu, après Kamanyola, et Kamanyola, ce sont les militaires burundais qui sont restés pour se battre. Et aujourd'hui, même à Uvira, les militaires congolais se trouvent déjà à Kalemi, alors que les militaires burundais sont à Uvira pour se battre. Donc, il y a un problème, parce que dès qu'on se rend compte que l'ennemi en face est plus fort militairement, on peut être fort militairement, même pas sans avoir beaucoup d'armes, mais en ayant surtout la technique, la technicité de faire la guerre. Et à ce moment-là, on se constate que finalement l'ennemi est fort et on peut se retirer de cette guerre, nous retirer vers chez nous et on essaie d'avoir la paix pour que ces gens-là ils n'attaquent pas le Burundi à un certain moment. Donc c'est vraiment un vrai problème parce que les militaires, le président burundais n'a pas fait comme les autres, ne s'est pas retiré. Et donc, on ne sait pas ce qui va se passer en fonction de l'évolution de la situation. Dans nos éditions ultérieures, nous vous ferons part de l'analyse de Gratien Rukindikiza sur le fait que l'ingérence dans le conflit intercongolais pourrait causer un conflit élargi dans la sous-région. Et en page droite de l'homme, dans la continuité de nos séries de reportages qui reviennent sur la résilience des femmes burundaises, qu'elles soient au pays ou en exil, aujourd'hui, la RPA s'est entretenue avec une femme qui a joué un grand rôle pour défendre les droits des enseignants et des élèves. Cette femme est Elali Nivizi, qui nous raconte le travail extraordinaire fait dans le secteur de l'éducation, des obstacles auxquels elle a dû faire face, mais qui ne l'ont pas découragée. Suivez. Il est difficile de préciser à partir de quand je me suis engagée au niveau syndical, au niveau de la protection des droits de l'enfant, mais aussi des droits des enseignants. Je peux dire que mon éveil, j'ai eu un sursaut en 1982, quand j'ai regardé la fiche de paye d'un enseignant, l'un de mes enseignants de l'école primaire. J'ai sursauté, vraiment ça m'a choqué. Je me rendais compte que après 10 ans de carrière, il avait un salaire minable. J'ai eu honte et je me suis dit qu'il doit y avoir quelque
quelque chose à faire. Quand j'ai été affectée au ministère de l'Éducation, alors j'ai vécu la triste réalité des enseignants. J'ai vu comment les enseignants subissent de l'injustice. J'ai vu comment ils sont maltraités, ils ne sont pas respectés par ceux-là qu'ils ont éduqués. Et je me suis dit, non, il faut faire quelque chose. Je me suis renseignée, j'ai demandé ce qu'il faut faire. C'est en fait en 1997 où je peux dire que j'ai émergé comme vraie défenseuse des droits humains et du droit à l'éducation, parce que nous sommes entrés dans une revendication qui nous a valu la prison. Alors que le cahier de revendication était vraiment des revendications citoyennes, c'était presque des conseils que l'on faisait au gouvernement pour valoriser la carrière enseignante. Imaginez-vous quand un enseignant, il est en classe, il tient sa classe et ses enfants sont chassés de l'école parce qu'il n'a pas de frais scolaires. Et nous, on revendiquait la gratuité des frais scolaires pour les enfants des enseignants. Alors, je regardais aussi la façon dont les autres fonctionnaires parvenaient à avoir des crédits pour avoir leur logement, d'autres pour avoir des voitures, mais les enseignants étaient maltraités, c'était des locataires éternels, ils n'avaient pas de logement, travaillaient dans des conditions minables à l'intérieur du pays, et là je me disais que, en collaboration avec les collègues, il ne faut pas que l'enseignant vive de cette manière, il faut du respect. Et là, c'est un travail que j'ai soutenu et qui m'ont valu même l'arrestation et une détention d'une journée en octobre 97. Et c'est avec cette arrestation, mais aussi la diabolisation par le gouvernement, le suivi des services de renseignement, qui m'ont fait sentir que le travail finalement est très lourd. De voir que quelqu'un qui lutte pour les droits des enseignants, qui lutte pour le droit à l'éducation, l'amélioration des conditions d'enseignement, et qui est détenu, et on nous accusait d'être des alliés de ceux qui combattaient le pouvoir, parce qu'à cette époque-là, le Burundi connaissait une guerre. Et là alors, nous étions diabolisés en quelque sorte. Et là, j'ai senti qu'il faut travailler plus tôt pour que cela cesse, pour que le travail syndical soit un travail légitimement reconnu, parce qu'il était légalement reconnu par la Constitution, par les instruments internationaux. Bien que cette lutte de défendre les droits des enseignants et des élèves était très difficile, Hélène Nuise fait savoir qu'elle n'a pas été vaine, car elle a apporté plusieurs changements positifs et satisfaisants dans ce secteur. Ainsi, elle interpelle d'autres femmes que même si les temps sont actuellement difficiles, elles ne doivent pas se décourager, mais plutôt qu'elles doivent continuer la lutte pour réclamer le respect de leurs droits. Écoutez encore une fois Hélène Nuise. On ne peut pas dire qu'on n'a connu que des difficultés, mais aussi je peux dire que notre lutte a été couronnée de certains succès. Souvent nous étions incompris, souvent nous étions combattus, mais à un certain moment, même au niveau du gouvernement, puisque nous étions dans une période de transition, il y avait le courant démocratique qui était là. Il fut un temps où ils se sont dit, voilà, la lutte est tellement atroce, les grèves, les revendications, les déclarations, la mobilisation au niveau international, parce que nous mobilisions aussi au sein de la famille de l'international de l'éducation. Alors, ils ont accepté des négociations. En novembre 1997, le gouvernement a finalement accepté que l'on en discute et nous avons pu obtenir à la fin un accord. En 2002, nous sommes aboutis à un accord entre les syndicats et le gouvernement avec des témoins où le gouvernement s'engage à régulariser, à lever toutes les barrières administratives et financières qui avaient bloqué les enseignants depuis 1967. C'était quelque chose quand même de très important d'avoir cette régularisation, parce que ça a permis à certains enseignants qui étaient bloqués d'avoir une carrière continue ouverte, et cela aussi a permis aux enseignants d'avoir un certain relèvement de salaire, c'est-à-dire d'être recrutés avec 6 années d'ancienneté par rapport aux autres fonctionnaires. C'était un honneur et c'était comme une reconnaissance de leur lutte. Nous avons obtenu aussi de certaines augmentations, une certaine ouverture, l'octroi des parcelles, l'octroi de crédit, un fonds pour le logement des enseignants où le gouvernement contribuait, les enseignants contribuaient et les syndicats contribuaient. C'était déjà un succès et qui était comme un pansement pour toutes les peines qui avaient été subies. Une fois en exil, j'ai continué le travail de syndical comme je le faisais. Les enseignants devaient me contacter pour me dire les problèmes, puisque la liberté d'expression était mise en difficulté au pays. Et le message que je peux donner aux autres femmes,
c'est de leur dire que d'abord, ce sont des êtres humains. Mais aussi, les femmes ont une force naturelle. Il ne faut pas que les femmes gaspillent cette force en se confinant dans leur rôle reproductif, c'est-à-dire de donner naissance à des enfants, de contribuer à alimenter la famille, mais d'abandonner une dimension primordiale que de suivre la gestion de ce qu'ils ont produit. Alors, que la femme utilise cette force, qu'elle s'engage, qu'elle n'ait pas peur, parce que nous aussi, nous avons traversé une période de peur, mais nous nous sommes dit, c'est mon rôle, parce que c'est mon droit, et les autres doivent vivre grâce à moi comme je vis grâce à eux, et je dois apporter ma contribution. Alors, j'invite les femmes à se lever, à se considérer comme une pierre angulaire qui ne peut pas manquer s'ils veulent que l'édifice qu'on appelle une nation continue à fonctionner. Parlons à présent économie des habitants de la commune de Lugombo située en province Cibitoke, qui vivent aux alentours du stade à l'intérieur duquel sont rassemblés les réfugiés congolais, dénoncent la hausse des prix des denrées alimentaires constatée depuis l'arrivée des Congolais. Il explique que les commerçants de cette localité profitent de la forte demande pour augmenter les prix. Les détails avec Digne Karondo. Après que certains réfugiés congolais ayant fui des combats à l'est de la RDC aient été rassemblés en commune d'Olgombo, des habitants qui vivent aux alentours de l'endroit où ils se trouvent actuellement disent que les commerçants ont profité pour augmenter de manière excessive les prix des denrées alimentaires. Cet habitant d'Olgombo parle de certains produits dont les prix ont été majorés. Les prix des vivres ont vraiment monté. Un kilogramme de riz coûtait avant 8500 francs mou et vendu actuellement à un prix variant entre 5200 et 5300 francs mou. Le riz qui coûtait 3500, il est à 4000 francs mou. Un kilogramme de haricots, communément appelé kimundo, coûte 4500 francs mou. Un tas d'eau, 3 à 4 maniocs qui s'achetaient à 3000, actuellement il y a 5000 francs mou. Les poissons dénommés mukeke en provenance de la Tanzanie qu'on achetait à 5000 sont à 10 000 francs mou. Concernant les denrées alimentaires, les prix sont franchement exorbitants. Ces habitants de Lugombo continuent de dire que, des suites de cette flambée des prix, la vie se durcit de plus en plus dans leur ménage. C'est très alarmant. Les réfugiés sont nombreux et aussi ils doivent trouver de quoi manger. C'est comme cela que les commerçants profitent de cette forte demande pour augmenter les prix. Vraiment, nous peinons à vivre. Actuellement donc, ces citoyens demandent aux autorités administratives de suivre de près les pratiques des commerçants qui augmentent les prix comme bon leur semble. Digne Karondo, inquiétude chez les éleveurs de vaches suite aux difficultés éprouvées par ces derniers quand il faut trouver des taureaux reproducteurs pour l'accouplement de leurs vaches. Ceux qui se sont confiés à la RPA déplorent qu'ils sont obligés de payer une grande somme d'argent pour avoir accès à un taureau reproducteur, d'où ils demandent au gouvernement d'élaborer des zones d'élevage pour résoudre les problèmes auxquels ils font face. Le point avec David Claude Mbananayo. Ce vendredi, des éleveurs burundais ont exprimé leur désarroi sur les ondes de la radio publique africaine. Ils se trouvent dans une situation difficile à raison du coût exorbitant des taureaux reproducteurs. Selon ces éleveurs, les propriétaires de taureaux augmentent leurs tarifs de jour en jour. Cette situation contraste fortement avec les pratiques des années précédentes où il était possible d'obtenir gratuitement les services d'un taureau reproducteur ou pour une somme modique comprise entre 5 000 et 10 000 francs burundais. Les éleveurs affirment que la situation s'est considérablement détériorée depuis l'instauration de la mesure gouvernementale de stabilisation permanente. Depuis que la mesure de stabilisation permanente a commencé, c'est très difficile de trouver un taureau reproducteur. Jadis, il était facile de trouver un taureau reproducteur. Quelqu'un pouvait te le donner à l'amiable. Aujourd'hui, ces mêmes éleveurs se plaignent d'être contraints de débourser plus de 100 000 francs burundais pour faire saillir leurs vaches.
Il y a quelques jours, une somme de 50 000 francs était exigée pour trouver un taureau reproducteur. Aujourd'hui, cette somme a été vue à la hausse. Maintenant, ça coûte 5 000 francs, voire même plus. Aujourd'hui, les propriétaires de ces taureaux exigent une somme de 100 000 francs pour une saillie. Imaginez si tu n'as pas cette somme. Par exemple, c'est tellement difficile pour ceux qui gardent les vaches des autres. Beaucoup d'entre ces éleveurs ne peuvent pas se permettre de telles dépenses. Ils demandent au gouvernement de mettre en œuvre le plan d'insémination artificielle et de créer des zones d'élevage dédiées pour faciliter l'accouplement de l'air bovin. Le gouvernement avait promis un projet et une commission de faire une saillie à l'aide d'une insémination artificielle dans les bureaux provinciaux de l'agriculture et de l'élevage. Mais il n'y en a pas. S'il y avait l'insémination artificielle, ces frais de saillie seraient régulés. Il faut qu'au moins le gouvernement disponibilise des taureaux reproducteurs pour nous aider. Ces inquiétudes sont également partagées par les élus du peuple. Le mois dernier, lors d'une session à l'Assemblée nationale, ils ont interpellé le ministre en charge de l'élevage sur cette question. En réponse, le ministre Prosper Dodico a expliqué que le gouvernement avait initialement prévu d'importer des taureaux reproducteurs de France, mais que ce projet n'a pas pu aboutir en raison d'un manque de devises. Néanmoins, il annonce la mise en place d'un plan d'insémination artificielle dans toutes les provinces du pays. Cependant, selon ces éleveurs, ce plan n'a pas encore porté ses fruits. En page société, des habitants du chef-lieu de la province Muyinga signalent qu'ils viennent de passer une période estimée entre 2 et 3 mois sans obtenir de l'eau potable au niveau des robinets. Certains parmi ces habitants expliquent qu'ils peinent à s'approvisionner en eau car ils dépensent de l'argent pour l'acheter là où il est disponible au moment où d'autres indiquent qu'ils se rabattent à l'eau des marais. Les détails avec Elvis Liomongiri. Ceux qui se sont entretenus avec la RPA parmi les habitants des chefs-lieux de la province de Muyinga indiquent que la pénurie de l'eau potable est la cause d'énormes problèmes. La cause derrière cette pénurie reste inconnue chez ces habitants qui font allusion à la disponibilité de l'eau au niveau des collines environnantes de la ville de Muyinga. L'un des habitants de la dite localité témoigne. Les gens qui ne sont pas sur la ligne qui alimente la prison, l'hôpital et la localité d'Ogasenyi n'ont pas d'eau, mais personne ne sait la cause de son manque d'eau. Ce manque d'eau dans ce coin de la ville de Muyinga pousse les habitants à aller chercher de l'eau dans des endroits éloignés de leur domicile, indique toujours certains d'entre eux. Une partie de ces habitants, à l'occurrence ceux qui ont des moyens, optent à aller acheter de l'eau là où elle est vendue à un prix compris entre 1000 et 2000 francs pour un bidon de 20 litres. Une autre partie, savoir ceux qui n'ont pas de moyens, optent à aller puiser l'eau des marais éléments. Pour obtenir de l'eau, il faut marcher plusieurs kilomètres. Nombreux vont puiser de l'eau dans la vallée dite Karemera. Ces habitants de la ville de Muyinga demandent aux autorités en charge de distribution de l'eau dans cette localité de tout faire pour que l'eau soit de nouveau disponible afin d'éviter qu'il y ait propagation des maladies liées au manque d'hygiène. Merci à toi Elvis Niomongere. Depuis une semaine, des habitants du chef-lieu de la province d'Ongozi font face à des coupures répétitives du courant électrique. Des informations en provenance de cette localité indiquent que cette situation a été causée par une panne survenue à un transformateur et que l'une des conséquences est la perturbation des activités nécessitant du courant électrique. Les détails avec Rémi Nderagakura. Les habitants de la ville d'Ongozi font face à une grave coupure d'électricité depuis plus d'une semaine. Son source à la ville d'Ongozi indique que cette coupure serait due à un transformateur endommagé. Un arbre est tombé sur un transformateur au niveau du chef-lieu de la province, provoquant ainsi un court-circuit. Une partie du transformateur est restée fonctionnelle, mais l'autre a été gravement affectée. Ces coupures électriques perturbent la vie des habitants de la ville de Gozi, indique toujours notre source.
Par exemple, les pompes qui servaient à distribuer l'eau ne fonctionnaient pas sans électricité, ce qui empêche les habitants d'accéder à l'eau. Cela affecte aussi plusieurs activités comme les restaurants, la soudure, les cafétérias et d'autres. Les coupures de courant nuisent gravement l'économie et les habitants disent qu'ils encaissent beaucoup de pertes. Les habitants demandent aux responsables de la régie des eaux en province Tongozi de trouver une solution à cette problématique. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les responsables de la régie des eaux en province Tongozi pour recueillir les réactions. Rémi Ndelagakura s'est rejoint dans la communauté burundaise du Canada et dans d'autres communautés burundaises du monde après l'élection d'Ariel Kayawaga, une Canadienne d'origine burundaise, élue comme membre du gouvernement canadien à la Chambre des communes et de ministre des institutions démocratiques. Ariel Kayawaga devient la première Canadienne d'origine burundaise à devenir ministre au Canada. Et voilà, chers auditeurs, c'est par ici que nous clôturons le journal en français de ce samedi 15 mars 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Clovis Nyonzima. Au revoir.